Bon, bref, en tout cas, en 1991, on a appliqué le contrôle des prix. Et personne n'est parti ailleurs. Et puis on a recommencé pendant la Covid, sur le gel et les masques. C'était Macron, c'est pas un communiste, Macron. D'accord? Donc, tout ça, c'est du bruit qu'ils font pour disperser l'attention du point qui importe. Qui paye? Le capital ou le travail? Et nous répondons, c'est le capital qui doit payer. Et eux répondent, c'est le travail. Parce que les impôts qu'ils vous prendraient, c'est ceux de vos salaires. Voilà la vérité. Et vous voyez comment toutes les questions que la guerre soulève sont des questions qui tournent autour de savoir qui dirige la société, qui partage ou ne partage pas. C'est continuellement la confrontation entre les suprémacistes et les collectivistes. Les suprémacistes disent, comme c'est nous les patrons, comme c'est nous qui payons, c'est nous qui décidons. Et nous, les collectivistes, nous disons, comme nous sommes ceux qui font cette société, qui en font la richesse, soit par les consommations, soit par les créations, alors c'est nous les maîtres de la situation, et nous passons avant vous. Voilà la leçon. Mes amis, tant d'incohérences, tant d'égoïsme de classe mettent notre pays en danger. Vous autres tous, car déjà, les fins de mois commencent tôt pour beaucoup dans le mois. Ensuite, parce que si les dépenses contraintes augmentent, eh bien nécessairement, vous devrez compresser sur autre chose, soit en vous endettant et en payant le prix de cette dette, soit en vous privant et en privant les vôtres. C'est donc toujours de la privation. Et puis, il y a tous les aspects qui vont aller avec. C'est que des milliers de petites entreprises peuvent mourir de cette incapacité des dirigeants à comprendre la réalité. C'est pourquoi Bali, tout à l'heure, a prononcé une phrase importante. Ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire la rupture avec le capitalisme et le néolibéralisme sont ceux qui, en réalité, ne comprennent pas quelle rupture est déjà dans la vie des gens à cause du capitalisme et du néolibéralisme. Il faut choisir. Nous avons choisi. Mesdames, Messieurs, non seulement les travailleurs vont se serrer la ceinture, non seulement les étudiants vont se serrer la ceinture, et tous ceux qui dépendent d'une manière ou d'une autre, dans le moment où ils n'ont pas de salaire, de la solidarité. Je n'ai pas dit de l'assistance, de la solidarité. De la solidarité. Eh bien, il y a nous. Mais pour la première fois, nous pouvons nous faire entendre d'une autre catégorie sociale. Tous ceux qui sont les petits patrons. Parce que, premièrement, la moitié des petits patrons n'ont qu'un seul employé, eux-mêmes. Deuxièmement, parce que dedans se comptent tous les auto-entrepreneurs. Troisièmement, parce que tous ces gens vont voir leur entreprise être liquidée si on ne leur donne pas une protection sur le prix de l'énergie. Le système du prix de l'énergie en Europe est absurde. Il est aligné sur le prix de la dernière usine qui fonctionnera, c'est-à-dire forcément une usine qui fonctionne au gaz. Donc, les prix du gaz augmentant, les prix de cette usine augmentent et tous les prix augmentent partout. Il n'y a aucune raison à ça. Nous pouvons faire autrement. Pourquoi ? Je vous dis que si nous dirigions ce pays, nous ferions à cet instant ce qu'ont fait les Espagnols, ce qu'ont fait les Portugais. Nous dirions, écoutez, votre affaire d'énergie, c'est très bien pour vous, parfait, mais c'est pas bon pour nous, donc on rompt avec ce système-là. On rompt avec le système de l'énergie tel que vous l'avez imaginé. Parce qu'ils ont fait beaucoup de phrases, mais c'est tout, ils n'ont pas posé un seul acte. Il faut sauver des milliers de petites entreprises en garantissant le blocage des prix de l'énergie. C'est la seule manière que nous avons d'éviter les destructions qui chaque année s'accumulent. Car dans certains secteurs de la production, comme la construction ou comme le commerce, il s'est fermé au cours des dernières années. Plus 34% en 2022, plus 33% en 2023, plus 18% en 2024. C'est la raison pour laquelle on a vu pour la première fois dans l'histoire de la gauche
une réunion avoir lieu à l'initiative de l'Institut que je co-préside avec Clémence Guettet, où sont venus des syndicats de petits patrons et où on a pu discuter de savoir ce qu'on ferait ensemble, même s'ils ne nous aiment pas et même si parfois nous avons des chicayas avec eux, parce qu'eux sont comme nous, ils ne peuvent pas partir, ils sont là. Nous ne pouvons pas partir, aller à l'autre bout de la planète où il y aurait des meilleurs prix pour acheter nos sardines ou nos sandwichs. Eh bien, eux non plus ne peuvent pas partir. Dès lors, nous sommes obligés de faire patrie commune et donc de trouver le moyen de s'accorder entre nous. Voilà pourquoi la question du blocage des prix est si importante. Et c'est nous qui avons déposé une proposition de loi sur le sujet, cette fois-ci encore. Et nous attendons qu'elle puisse venir en discussion, s'ils sont si sûrs d'eux, qu'ils l'amènent en discussion dans le Parlement. Peut-être nous battront-ils, peut-être proposeront-ils à ce moment-là une autre décision. Mais au moins, on pourrait en parler. Ça n'est pas un monsieur tout seul qui va décider de tout, y compris de notre vie quotidienne dans ce domaine. Voilà le moment où nous sommes. Et dans ce moment, vous comprenez comme moi qu'il va y avoir, du fait de cette inégale répartition de l'effort qu'il faut faire, des tensions sociales, une accélération de la lutte de classe pour l'appropriation de la richesse, et que le système est déjà en panne. Le système n'a rien à proposer. Pendant des années, les néolibéraux, les Macron paraissaient le Mozart de la finance, il allait bondissant sous la pyramide. Et notre demain serait tellement merveilleux sous la conduite de ce jeune homme. C'était son argument de vente numéro 1. Soyons audacieux, j'espère, disait-il, en regardant les plus jeunes, qu'ils rêvent d'être milliardaires. Et nous, quand on disait non, c'est un rêve obscène de voyous, car tout milliardaire est forcément quelqu'un d'immoral par la force des choses, puisque l'accumulation de sa richesse vient de la privation des autres. Mais bon, c'est de la philosophie, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais justement, c'est ce qui fait la différence entre un collectiviste et un suprémaciste. Le suprémaciste, il dit « moi j'ai gagné, donc je fais ce que je veux ». Et les autres, vous la fermez. Bref, qu'est-il aujourd'hui à proposer ? Mais rentrez en vous-même quelques instants. Qu'est-ce qu'il vous propose de bâtir comme société ? Rien, absolument rien. Tandis que nous proposons de changer de fond en comble cette société, de ne plus se résigner face à des choses qui paraissent être des calamités naturelles, mais qui en réalité sont des choses abandonnées à leur propre logique, mauvaise, ou abandonnées à la loi du plus fort. Nous pouvons tout rectifier. Quand nous disons que les violences policières doivent cesser, c'est parce que nous croyons profondément à l'État républicain qui ordonne que la loi soit représentée dignement par ceux qui ont fait le métier de la faire respecter. Lorsque nous disons qu'il faut partager, nous disons une loi humaine essentielle. Et en face de nous, la seule chose qu'ils ont à proposer, je viens de le dire, c'est le suprémacisme. Les uns ont raison sur les autres parce qu'ils auraient la bonne couleur de peau, la bonne religion, la bonne place. Voilà au nom de quoi, et seulement au nom de cela, ils auraient le droit de dominer. Par conséquent, la crise de l'autorité républicaine qui fait que l'on consent aux lois, que l'on accepte qu'elles s'appliquent, quand on se dit ces lois sont injustes, les comportements de ceux qui sont censés les incarner sont injustes. Comme ils ne savent plus quoi dire, on passe de l'autorité naturelle, consentie, discutée dans les parlements, à l'autoritarisme. L'autoritarisme, ce n'est pas la suite de l'autorité, c'est le constat de son échec. Et c'est l'autoritarisme toujours, le triomphe d'une autorité injuste, parce que l'injustice n'a pas d'autre moyen de s'imposer que par la force et la violence. C'est la raison pour laquelle, pour que les gens se l'avalent, il faut qu'ils soient tous devenus racistes, pour accepter que des gens soient écartés au nom du fait que dans le regard des dominants, les autres sont racisés. Il faut qu'il y ait de l'islamophobie pour qu'une partie de la population regarde l'autre en se demandant au juste ce qui va se passer et vice-versa. Il faut, bref, que tous les venins du suprémacisme et du fascisme se soient répandus dans la population.
Et c'est contre ça que nous luttons. C'est une lutte intellectuelle, c'est une lutte affective, c'est une lutte qui nécessite que ceux qui parlent au nom de la France, quand ils s'adressent à la Nouvelle-France, commencent par célébrer la gloire et la grandeur de ce qu'elle a apporté à la patrie. Le travail qui a été fait pour bâtir ce pays, mais le passé profond par quoi j'ai commencé cette réunion avec vous. La France, c'est tout ça. Ce n'est pas cette poignée de personnes qui se croient plus intelligentes que les autres. Comme si nous ne savions pas comment ont été accumulées leurs fortunes au point de départ. Comme si nous avions oublié que Bernard Arnault a commencé sa vie en rachetant à vil prix Boussac. Comme si nous ne savions pas comment s'est accumulée la fortune de l'homme qui aujourd'hui domine les médias, l'édition et même les livres d'éducation qui se vendent pour former nos jeunes gens qu'est M. Bolloré. Comme si nous n'avions pas prévu, sitôt que nous serons au pouvoir, de commencer par libérer les médias de l'argent. Nous déferons les trusts médiatico-culturels et donc nous déferons l'empire de M. Bolloré. C'est la raison pour laquelle je lui ai déjà dit dans 2 ou 3 réunions, Monsieur Bolloré, soyez candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est vous qui organisez le débat dans ce pays. Vous faites monter certains thèmes par vos réseaux, ensuite ils arrivent dans l'information en continu, et après ils terminent dans des blablas de petits bourgeois, dans la presse petite bourgeoise, surtout la presse petite bourgeoise de gauche, qui passe son temps à nous briser les reins, à nous tirer dans le dos.